Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Keep the Linked, la série de webinars organisés par Linked à destination des DSI, des RSSI, des responsables d'infrastructures réseau et télécom. Je suis ravi de vous retrouver, je suis Julien Joly, je suis le directeur marketing de Linked. Aujourd'hui, on va parler 5G privé. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné par Jean-Baptiste Lacourte. Jean-Baptiste, est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Merci, je suis tout d'abord très heureux d'être parmi vous pour échanger autour de cette thématique de la 5G privée. Moi, je travaille au sein de Altitude, la holding du groupe, et je suis en charge d'un programme 5G, donc d'étudier, de valider cette technologie, ses solutions et de définir des stratégies pour l'ensemble des entités du groupe. Et donc, très heureux d'être parmi vous pour échanger sur la 5G privée. Eh bien, écoute, on est ravis. Alors, la 5G privée, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs années. Je lisais récemment que on a recensé dans le monde plus de 2000 déploiements qui ont été recensés donc au premier trimestre 2026. On est à plus de 2000 déploiements d'infrastructures dédiées au travers du monde et avec un taux de croissance annuel qui est près de 40% depuis 2019. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est devenu majeur dans la transformation digitale d'un certain nombre d'entreprises et d'organisations. Eu égard aux besoins de sécurisation, aux besoins de performance, on va bien sûr y revenir. Hein. Mais je dois dire, malgré tout, Jean-Baptiste, que ça reste parfois un sujet qui donne le sentiment d'être réservé à certains initiés, qui est pas forcément simple à appréhender. Donc c'est tout l'enjeu de notre discussion de ce matin, hein, c'est de faire un peu de pédagogie. On compte sur toi pour nous éclairer sur ce qu'est la 5G privée, ce qu'elle peut apporter comme bénéfice aux entreprises, aux collectivités, et puis pour peut-être se pencher sur certains cas concrets. Donc ce que je te propose pour structurer et pour baliser notre échange, c'est d'abord faire cet exercice voilà de pédagogie, revenir un peu aux fondamentaux, comment ça fonctionne la 5G privée, quelles sont les singularités de cette technologie. Ensuite, de regarder un peu plus dans le détail quels sont les contextes où elle apporte de vrais différenciants, notamment par rapport à d'autres technologies auxquelles on pourrait penser peut-être plus naturellement. Bénéficier de ton expérience autour de cas concrets que tu as pu piloter directement ou de business case dont tu es informé, sur lesquels tu as pu te pencher. Et puis, évidemment, on parlera un petit peu du rôle d'un opérateur. Hein. Linked, on est, nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, un opérateur de service manager qui propose des solutions de connectivité, de communication unifiée, d'hébergement, de SD-WAN, et qui a aussi une proposition assez complète sur les enjeux autour de la 4G, de la 5G. Donc, on parlera un petit peu de nous aussi, dans quelle mesure on peut être un acteur qui est pertinent sur ces besoins de 5G privés. Voilà. Ce que je te propose, Jean-Baptiste, c'est je vais te laisser un petit peu la main pour justement commencer par nous parler de ces fondamentaux de la 5G privée et de nous éclairer un petit peu là-dessus. Ouais, tout à fait. Bah, merci Julien. Donc, comme tu le disais, on va adresser les sujets de la 5G privée. On va essayer d'être assez pédagogique hein, sur un certain nombre d'éléments sans rentrer trop dans les détails techniques, de vous partager en tout cas notre vision et les éléments sur lesquels on a pu travailler. Tout d'abord, avant de rentrer vraiment un peu dans les notions de 5G privée, on va tout d'abord prendre un pas de recul et puis regarder l'évolution des réseaux mobiles. Ce slide-là n'a pas vocation de reprendre chaque élément et chaque évolution des réseaux mobiles, mais pour vous montrer vraiment que cette notion de réseau mobile, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui évolue au gré finalement de l'évolution des différents besoins qu'on a pu connaître depuis les années 1980. Et on parle finalement à chaque fois de 1G, 2G, 3G pour en arriver à la 5G. Maintenant, on parle même de 6G, voire des technologies presque suivantes, pardon. On sent qu'il y a une réelle évolution autour de tout ça, qui est vraiment drivée par nos usages, par des nouveaux comportements qu'on peut avoir, aussi bien dans des environnements d'usage particuliers, mais également dans nos environnements professionnels. Et c'est vraiment cet enjeu autour de cette 5G qui donne à date son attrait à destination des entreprises, des industriels, mais également des collectivités. Donc il y a une vraie appétence sur cette technologie 5G, de la curiosité également, pour bien comprendre finalement les bénéfices, ce qu'on peut
en tirer et comment ça vient s'intégrer dans notre environnement. Et pour ce faire, finalement, la 5G, la standardisation définit des grandes familles d'usages, Julien. Les grandes familles d'usages, c'est 3 triptyques. C'est un premier usage tiré sur le très haut débit. Le très haut débit, c'est ce qu'on a pu, nous, connaître dans notre usage particulier quand on nous a apporté la 5G. C'est tout de suite plus de très haut débit pour le streaming vidéo, des usages immersifs, des téléchargements très rapides. C'est finalement le premier gain qu'on a pu tirer de la 5G. En revanche, c'est pas le seul gain qui est identifié autour de la technologie 5G. Il y a 2 autres gains complémentaires. Il y a un deuxième gain qui s'appelle le Massive IoT. La promesse de la 5G, des évolutions et de cette plateforme 5G, c'est de pouvoir accueillir l'ensemble de capteurs, d'éléments qui vont remonter des informations sur des températures, de la télérelève, ce genre de choses-là qui doivent être supportés sur ce type de réseau 5G. Le dernier triptyque, c'est les usages autour de la faible latence, la haute fiabilité. C'est ces éléments-là qui doivent en fait être permis sur une infrastructure consolidée, globale, qui est la 5G. Ces grandes familles, elles sont importantes, elles sont identifiées au sein d'un standard qui est le standard qui drive finalement l'évolution des réseaux mobiles, qui est le 3GPP. C'est un standard qui est international et qui permet finalement de profiter, qui évolue au fil du temps, au fil des évolutions, pour justement accueillir ces différentes grandes familles d'usages qu'on peut catégoriser finalement sur ces 3 ans. Voilà. Ça, c'est des éléments qui sont importants, en tout cas quand on regarde et quand on se positionne sur la 5G, Julien. Maintenant, c'est vrai que nous, on a eu la 4G, on parle de la 5G, on a voulu repositionner quelques chiffres pour comparer un peu les technologies. On vous partage ces chiffres-là, c'est les chiffres qui donnent un peu de perspective, je dirais, sur la 4G, ce que ça nous permettait, et puis également la 5G, ce que ça doit nous permettre. Alors les chiffres, ils peuvent paraître importants, c'est vrai sur certains points, mais il faut être un peu relatif, je dirais, sur ces chiffres-là. On voit des nettes améliorations sur des notions autour du débit, des latences très faibles par rapport à ce qu'on peut connaître dans nos environnements actuels, des notions de cloisonnement, toujours une meilleure qualité de service. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est des performances maximales qu'on va pouvoir atteindre. Maintenant, il faut mettre ça au regard de nos environnements propres, de nos environnements industriels au sein des entreprises, ou voire même pour les collectivités. Et ça, c'est des chiffres qui doivent nous permettre finalement après de pouvoir réfléchir au dimensionnement de nos infrastructures, le type d'infrastructure de backhaul qu'on va utiliser, le type de cœur de réseau qu'on va pouvoir utiliser, les fréquences également qu'on va pouvoir utiliser, qui composent et qui construisent finalement un réseau privé. On pourra y revenir par la suite. Mais tout ça doit vraiment être évalué au sein de votre environnement et en fonction de vos besoins. C'est vrai que dans des entreprises, on n'a pas forcément toujours besoin de 20 gigas de débit sur un usage. C'est une performance maximale, mais ça doit nous permettre vraiment de pouvoir réfléchir au dimensionnement de nos réseaux, travailler sur des usages actuels, mais également de se projeter sur des usages futurs. Donc ça, c'était important également de pouvoir repositionner un peu les technologies. Parce que à ce stade, JB, moi, il y a une question qui se pose. D'ailleurs, en parlant de questions, je l'ai pas dit, mais bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on se gardera un petit moment pour y répondre à la fin de la session. Mais de mon côté, la première question qui se pose, c'est pourquoi la 5G privée, au vu des performances que la 5G telle qu'on la connaît tous et que tu rappelles ici propose déjà, en quoi aller encore plus loin dans une notion de réseau dédié et spécifique à un contexte professionnel, qu'est-ce que ça apporte comme plus-value, quoi. Bah, tout à fait. Bah, c'est clairement un peu la question qu'on se pose, hein, et que en tout cas quand on discute avec les clients, les industries, les collectivités, c'est ce qu'on peut percevoir dans notre quotidien. Si on sort un peu de ce débat juste 4G, 5G purement technologique et qu'on parle plutôt solution, et donc on va parler de notions autour de réseaux privés, c'est là où ça va prendre finalement tout son sens de pouvoir utiliser cette technologie 5G. Finalement, les réseaux privés, c'est des réseaux mobiles dédiés
à des usages professionnels. On va prendre un peu de recul par rapport au réseau mobile public, les performances et ce que ça peut nous proposer, et on va répondre à plus de contraintes, on va répondre à plus de besoins qui sont orientés vers des usages professionnels, avec des besoins autour de la fiabilité, de la performance, de l'adaptation de la couverture par rapport à des réseaux publics ou éventuellement d'autres types de technologies qui sont pas toujours adaptées à nos usages. C'est là vraiment où finalement cette notion va plutôt avoir une approche en démarrant par les réseaux mobiles, et on va regarder les technologies des réseaux mobiles et on va se projeter sur ces éléments 5G. C'est vraiment un peu cet ensemble qui nous permet d'orienter cet usage à destination des entreprises et du marché professionnel pour des réseaux privés. On va vraiment travailler sur les usages, on va spécifier une architecture, on va spécifier une solution, un accompagnement aussi global autour de cette partie-là, tout en sachant que c'est vrai que quand on discute des besoins, on se rend compte que des technologies à date ne permettent pas de répondre à l'ensemble des besoins. Donc on essaye aussi de regarder le portfolio des solutions disponibles, et ces notions de réseau privé cochent quand même un certain nombre de critères et d'exigences qu'on aura l'occasion de partager dans la suite de la présentation. Ok, donc si on dit autrement, pour réussir à répondre à ces exigences autour de la performance, autour de la sécurité, autour de la haute disponibilité, on crée des réseaux donc spécifiques, complètement dédiés à l'environnement dont il est question, donc ces espèces de bulles finalement, hein, mais qui sont, comme leur nom l'indique, des réseaux complets, Jean-Baptiste. C'est-à-dire que on parle donc d'installer un cœur de réseau, des antennes, du backhaul derrière, des fréquences, j'imagine, spécifiques aussi. Ouais, tout à fait. C'est vrai que nous, quand on aborde la 5G privée, on aime bien parler de bulles privées, cette notion de cloche qu'on peut avoir sur une zone qu'on aura identifiée, et avec tous les composants que peuvent contenir cette bulle-là. Et comme tu le citais, c'est vraiment cette approche de réfléchir sur un dimensionnement, une solution, un accompagnement au sein de cette bulle qui sera vraiment évaluée en fonction des besoins et de l'environnement. On a vraiment cette notion où chaque élément sera adapté et spécifique à cette bulle. On va parler par exemple, quand on parle d'un cœur de réseau, d'une bulle privée, d'une notion de cœur de réseau. C'est vraiment l'intelligence qui va piloter l'ensemble des flux, l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des équipements qui vont permettre d'apporter une connectivité aux utilisateurs finaux. Bien sûr, tu le disais, quand on a besoin d'avoir de la 5G, des réseaux mobiles, il y a forcément besoin d'avoir des antennes. Donc ça, c'est adapter, réfléchir à une couverture qui est spécifique à vos environnements, que ce soit des environnements indoor ou outdoor. C'est ça aussi l'intérêt, c'est bien de réfléchir, et on pourra le partager lors d'un cas d'usage, de réfléchir par rapport à cette couverture et de l'adapter, de l'orienter, de la spécifier en fonction de vos besoins propres et pas d'un besoin global qui pourrait y avoir. Quand on va travailler sur cette bulle-là, on va vraiment orienter vers vos besoins à vous. Pour collecter, je dirais, l'ensemble des flux, parce que ça va nécessiter on va collecter des flux critiques, des flux métiers, avec des bandes passantes certainement un peu plus importantes. Il nous faut aussi une infrastructure de backhaul spécifique et dédiée, associée à cette bulle privée au sein de votre environnement. Et enfin, il y a les éléments où on va toucher quand même des utilisateurs finaux, des utilisateurs dans votre environnement industriel, dans les collectivités ou également dans les entreprises. Donc, il faut pouvoir aussi adresser les terminaux au travers de SIM et d'eSIM avec des supports. Cette notion de bulle privée, pour nous, elle doit permettre trois éléments de cibler et de répondre à 4 points, dont 3 éléments qui sont vraiment ce qu'on pourrait appeler une notion de socle technologique, c'est-à-dire de vous apporter une connectivité qui doit être performante. J'ai la connectivité à un point donné, à un moment donné, et quand j'en ai besoin par rapport à mes processus. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Un autre élément, c'est cette notion de sécurité. On réfléchit les réseaux, ces bulles privées, en mode security by design directement, et on va profiter, je dirais, des performances et des fonctionnalités de sécurisation des réseaux mobiles
autour de l'authentification, du cloisonnement des accès pour vraiment vous assurer une sécurité au sein de votre environnement. On va parler pas mal à certains moments de convergence entre des flux IT et des flux OT dans les environnements industriels. Et ça, c'est aussi important. Un point également que tu as abordé, c'est cette notion de fréquence dédiée. Pour adresser cette partie-là, on va aussi travailler à partir de fréquences dédiées qui seront licenciées auprès de l'ARCEP pour justement aussi se prémunir des notions d'interférence et s'assurer que à partir des fréquences, on puisse aussi disposer des performances attendues en termes de réseau. Et tout ça, ça doit permettre d'avoir de la fiabilité. Le principe essentiel est aussi de la fiabilité pour vous dire le réseau est disponible au moment où vous avez besoin. On n'est pas sur des environnements, on est sur des environnements professionnels. On doit s'assurer de la disponibilité du réseau. Et enfin, l'élément qui est finalement, Julien, pour moi, essentiel, c'est de se dire que ces éléments-là, ça doit vous permettre de vous concentrer sur vos applications métiers, sur vos process, sur les évolutions de vos métiers ou la digitalisation que vous voulez intégrer au sein de votre activité. Et tout ça, vous devez voir finalement cette notion de bulle privée comme un socle technologique mis à disposition pour vous permettre de répondre à des problématiques actuelles de cas d'usage avec de la mobilité et également de vous projeter sur des futurs cas d'usage. Et c'est tout ça finalement qu'on construit au sein d'une bulle privée. Ok, très clair. À ce stade, on voit que c'est quand même un projet qui est conséquent de mettre ça en place. Et la question qu'on se pose naturellement, c'est quel est l'intérêt par rapport à d'autres technologies, et notamment, je pense au Wi-Fi, par exemple, qui pourrait déjà être en place. En quoi la 5G peut apporter des choses que ne saurait pas faire le Wi-Fi, mais on peut aussi parler d'autres types de technologies, je pense au réseau LoRa par exemple. Oui, tout à fait, Julien. C'est vrai que on a connaissance de différentes technologies radio disponibles et qui sont présentes dans nos quotidiens, et on a souhaité mettre un peu en perspective les différentes technologies. Pour nous, la question finalement, c'est pas de se dire mais quelle est la meilleure technologie en fonction d'un certain nombre de critères ou de marqueurs technologiques ou éventuellement également d'usage. L'objectif est pas de répondre à cette question-là. Pour nous, on se positionne toujours, en tout cas dans les échanges, au regard des besoins, des usages que vous pouvez avoir dans chacun de vos environnements. Et la question est pour nous, elle est de se dire, mais finalement, quelle est la meilleure technologie par rapport aux usages que vous pourriez avoir. Et c'est ça finalement qui nous paraît essentiel. On pourrait parler aussi, par exemple, à des moments d'avoir un combo de technologies par rapport aux performances, aux bénéfices et à la maturité également de chaque technologie. On sait qu'on va avoir du Wi-Fi qui va être très utile dans des environnements bureautiques, dans des environnements indoor, pardon, mais avec quelques faiblesses sur la partie mobilité. On va avoir le LoRaWAN qui va être bien adapté pour remonter des faibles données à partir d'éléments avec une faible consommation, nécessitant une faible consommation, pardon. Donc ça, ces éléments-là sont adaptés pour cette technologie-là. Et puis on sait que la 5G privée, finalement, quand on va parler d'usage critique, de couverture adaptée, de haut débit, de fiabilité, c'est vrai que cette technologie-là ressort assez rapidement, surtout quand on va parler usage industriel et process industriel. Donc finalement, pour moi, quand on travaille sur ces technologies-là et quand on partage un peu notre vision sur ces éléments-là, c'est pas de vous dire non, c'est la 5G absolument qu'il vous faut. La 5G va remplacer totalement le Wi-Fi en mode Big Bang du jour au lendemain. C'est de travailler aussi sur une notion de schéma directeur. Comment la 5G par rapport à ses performances et bénéfices s'intègre dans un schéma directeur d'évolution par rapport à votre environnement et à vos besoins, et puis comment elle s'intègre avec votre écosystème existant. Donc c'est vraiment aussi cette perspective-là qu'il faut avoir en tête. Ne pas choisir une technologie pour faire le Big Bang tout de suite parce que elle doit répondre dans la cible à l'ensemble des besoins. C'est vraiment de travailler aussi avec votre écosystème et de choisir la bonne technologie en fonction des usages. Ok, merci beaucoup. Alors on a une question dans le chat qui a déjà en partie répondu, mais on va y revenir. On prend juste une minute, mais c'est que quand on construit un réseau privé 5G ou 5G dédié, les mots ont leur importance. C'est que tu nous l'as dit, l'ensemble des équipements sont dédiés. C'est-à-dire que la question est concrètement, est-ce que on doit déployer de nouvelles antennes qui sont privées et donc propres
à notre projet, ou est-ce que on peut tout ou partie s'appuyer sur l'infrastructure 5G publique, en l'occurrence celle des grands opérateurs? Bah, nous, quand on parle de réseau privé, on déploie l'ensemble des éléments de façon dédiée et dédié à l'entreprise et à l'industriel qu'on va adresser. Donc on va déployer un cœur de réseau, on va déployer des antennes radio, on va utiliser le support de la fibre optique vraiment de façon très spécifique aux environnements industriels. Et ça repose aussi sur des besoins de sécurité des industriels et des collectivités. Donc on répond de ce fait-là au travers d'infrastructures dédiées. Ok, très clair. Alors, on comprend les grands principes, hein, et merci pour ça. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta lecture des enjeux de la 5G privée dans les différents écosystèmes que tu as pu côtoyer? Et puis, quels sont les bénéfices que tu peux voir, au-delà de ce qu'on a déjà évoqué sur les aspects plus techniques, mais dans les cas d'usage et les exigences, comment la 5G privée arrive à faire la différence? Ouais, tout à fait, Julien. Euh, Là-dessus, je vais juste prendre un petit pas de recul. C'est vrai que là, on va vous présenter finalement les enjeux que nous percevons sous deux angles. Un enjeu autour des collectivités des territoires, mais également finalement, comme on l'a abordé dans la présentation, les industriels, les entreprises et les collectivités. Euh, Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on a aussi cette vision collectivité et territoire autour de la 5G privée, c'est que historiquement, le groupe Altitude est reconnu dans le cadre du déploiement d'infrastructures très haut débit sur l'ensemble du territoire. Là-dessus, on s'est rendu compte qu'au travers de ces nombreux déploiements pour proposer de la connectivité très haut débit, la fibre optique répondait pas à l'ensemble des usages. Et au travers de cette accroche, on avait quand même une présence très locale, très proche, Julien, des territoires. Et de ce fait-là, c'est là aussi où on pourrait se dire qu'il n'y a qu'un angle sur la 5G privée, industrielle, entreprise. Bah, nous, on y associe quand même un angle autour de la collectivité et des territoires, où il faut savoir que les collectivités, les territoires ont vraiment cette optique, je dirais, d'aménageur numérique du territoire, de dynamiser finalement l'attractivité de leur territoire. Et la fibre optique était un élément essentiel. C'est pour ça aussi que la France a lancé le plan France très haut débit pour mettre à disposition cette infrastructure. Mais on sent que parfois maintenant, quand on sonde aussi également ces environnements-là, la fibre ne va pas répondre à tous les usages. Donc comment les territoires finalement continuent de rendre attractif leur espace en amenant une technologie complémentaire. Donc c'est aussi dans cet esprit-là où, au travers du groupe, on a ces réflexions et cette logique de pouvoir discuter sous cet angle aménagement numérique du territoire. Et vraiment, le principe n'est pas d'opposer la fibre optique au réseau mobile, c'est de travailler sur des notions de complémentarité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va adresser la partie industrielle, entreprise et collectivité. Et là, on va vraiment rentrer, je dirais, dans les environnements clients très concrets avec des enjeux autour de l'optimisation des process, disposer de couverture adaptée par rapport à des environnements, booster les processus industriels. Ça va être des choses, excuse-moi Julien, un peu plus concrètes par rapport à l'environnement que peuvent avoir les entreprises et les industriels. On parle souvent de mobilité des hommes et des process. Comment on accompagne la digitalisation d'opérations de maintenance dans le cadre d'environnement industriel pour permettre d'être plus efficace. Comment on travaille aussi sur ces usages qui seront très concrets dans un premier temps, mais aussi sur cette technologie-là pour l'apporter, je dirais, sur des nouveaux usages qu'on n'avait peut-être pas encore imaginés, mais qui pourront intervenir. Et c'est tout ça aussi où, au niveau de la 5G privée, on voit qu'il y a quand même deux pôles, cette partie collectivité qu'on adresse, qu'on accompagne, également cette partie entreprise et industrielle. Ok, très clair. Alors, bois un coup, je voudrais que je t'avais demandé effectivement en préparation à cette discussion, est-ce qu'on a des chiffres un peu qui montrent dans quelle mesure la 5G apporte, donc on l'a vu hein, sur les critères technologiques, on le voit sur les cas d'usage, les enjeux que tu me rappelles ici, mais est-ce qu'il y a, parce que je le disais, hein, je parlais de plus de 2000 déploiements dans le monde, donc c'est pas nouveau quoi, la 5G privée, c'est une réalité, il y a déjà beaucoup de cas qui sont en production à l'heure où on se parle, mais est-ce que on a mesuré un petit peu le retour sur investissement? Est-ce qu'il y a quelques chiffres qui existent sur le marché?
Ouais, Julien, il y a une étude très intéressante qui est sortie début mars de Bearing Point qui donne quelques informations finalement sur aussi bien des bénéfices qui peuvent être attendus sur le du marché B2B sur les solutions de 5G privées, mais également les exigences qu'on peut avoir sur ce type de service. Quand on reprend les notions de bénéfices, finalement, il y a trois grandes catégories qui sont ressorties quand les panels ont été sondés. À 80%, c'était des notions autour de meilleure connectivité, une connectivité fiable et sécurisée. Là-dessus, finalement, la réflexion initiale était très portée. Bon ben, j'ai telle contrainte sur ma technologie existante, que ce soit du Wi-Fi ou du réseau mobile public ou éventuellement du LoRa. Comment je peux projeter vers une technologie qui doit répondre à ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment tout de suite à 80%, je trouve que c'est quand même un score assez important. On sent que c'est vraiment pour répondre à des contraintes concrètes du quotidien sur des technologies et des usages existants. C'est vraiment ce qui ressort en premier. Le deuxième point, finalement, je trouve que c'est un ordre assez logique. C'est une fois qu'on a finalement dit que le premier bénéfice c'était une meilleure connectivité, bah, ça doit se permettre, si on l'a à disposition, de pouvoir se projeter sur de l'efficacité opérationnelle et quand on est dans des environnements industriels ou de réfléchir aussi à des notions de réduction des coûts. C'est comment finalement je vais pouvoir avoir moins de coupures, comment je vais pouvoir optimiser tel process de par avoir un meilleur usage ou une meilleure couverture mobile, comment je vais apporter une nouvelle façon de gérer mes opérations de maintenance. Voilà, c'est vraiment toutes ces notions qui doivent permettre finalement à l'utilisateur et aux bénéficiaires d'améliorer ses opérations dans son quotidien. Et je trouve que la logique est très intéressante. Et enfin, un élément qui est aussi très important, c'est cette notion à 31%, un peu plus bas, quand même beaucoup plus basse, mais cette notion de flexibilité d'accélérateur business. Naturellement, on en avait parlé tous les deux. On aurait pu se dire, bah tiens, avec la technologie 5G, on aurait pu l'attendre un peu plus haut finalement dans le classement, mais elle n'est qu'à 31%. Au final, on se rend compte que la technologie, elle doit répondre quand même à des usages très concrets sur des problématiques du quotidien, mais qu'on doit quand même arriver à se projeter sur ce que ça devrait nous apporter par la suite. Et là, tout ça, pour moi, c'est essentiel et je trouve que les trois éléments sont très utiles et très intéressants. C'est comment je réponds à mes contraintes d'aujourd'hui et comment je me projette à mes usages de demain. Et ça, c'est un schéma directeur, c'est une réflexion globale qu'il doit avoir et qu'il faut. Et je trouve les trois éléments très intéressants. Et c'est des choses qui se construisent, qui se travaillent, qui s'échangent avec les métiers, avec les directeurs des différents services. Voilà, c'est quelque chose qui doit se construire pour bien travailler et répondre à ces bénéfices attendus. Quand on parle des bénéfices, Julien, c'est vrai que il y a quand même des exigences quand on veut atteindre les bénéfices qu'on peut avoir. Et c'est pareil, l'étude de Bearing Point, j'ai fait un petit focus là-dessus parce que ça me paraissait très intéressant. C'est quelles sont les exigences que vous attendez de cette nouvelle technologie, de cette technologie 5G. Et ben vous voyez finalement les différents aspects qui sont attendus. Et c'est clairement finalement la ligne directrice des évolutions de cette technologie. Des évolutions des équipements, de la façon de construire les architectures et de proposer le service. C'est des notions autour de la mobilité, avoir plus de facilité quand je passe dans un environnement indoor, outdoor, de profiter finalement de cet apport un peu naturel des réseaux mobiles, de ces notions de fiabilité, de latence. Voilà, ces éléments-là, c'est vraiment des éléments qu'on évoque depuis le début et qui sont adaptés au marché professionnel et à l'environnement. Et ça nous paraît assez naturel finalement de converger cette technologie-là avec les exigences que vous pourriez avoir et de mettre ça en rapport et de construire finalement des services et des solutions qui puissent s'adapter pour répondre à vos usages. Et c'est vrai que dans cette étude de Bearing Point, il y a plein d'autres choses et franchement, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est très intéressant. Mais on a voulu vraiment cibler sur ce deux éléments-là qui nous paraissaient quand même essentiels finalement pour mieux comprendre les solutions de 5G privé. Ok, merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors à ce stade, on propose un petit sondage là pour alimenter aussi la discussion. Et donc qui est dispo dans le chat. N'hésitez pas à répondre. C'est
Qu'est-ce qui, selon vous, quand est-ce que la 5G privée devient pertinente? Alors évidemment, on en a déjà un petit peu dit beaucoup. Moi, je dois dire que la vision que j'ai de ce sujet que je suis un petit peu depuis quelques années maintenant, c'est que c'est vrai que c'était souvent dans mon esprit une réponse à des besoins sur des emprises portuaires, aéroportuaires, sur des gros sites industriels. C'est un peu l'idée que j'ai de la 5G privée. Je la vois pas aussi démocratisée que tu sembles le dire. Est-ce que tu sais un peu nous détailler plus dans les différents cas d'usage auxquels la 5G peut répondre et dans quel cas on peut être amené à positionner de la 5G privée? Hmm. Ouais, Julien, bah c'est vrai que tu le disais, on parle souvent de 5G privé sur des grands espaces, des grandes entités industrielles, des ports, éventuellement également des aéroports, où je trouve que finalement, ce sont des espaces et des lieux de concentration de plein de cas d'usage qui permettent finalement de maximiser, de trouver aussi l'intérêt de ce type de technologie. Donc la démarche, elle est assez naturelle, et pour tout dire, c'est vrai que ça a démarré aussi par là quand les services et les solutions de 5G privées ont démarré. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure, finalement, la 5G privée trouve aussi d'autres échos dans d'autres domaines, dans d'autres périmètres. Et là-dessus, on a essayé de vous les positionner pour donner un peu de sens. Alors, l'objectif n'est pas de dire que cette cartographie est exhaustive. En tout cas, on a essayé, au fur et à mesure de nos échanges, de pouvoir positionner un certain nombre de cas d'usage qu'on a pu constater, aussi bien dans le cadre de communication critique ou de la vidéoprotection, où finalement, autour des caractéristiques de la 5G, transporter des flux vidéo avec beaucoup de qualité dans des environnements un peu contraints, c'est vrai que ça prend tout son sens. Travailler sur des solutions pour remplacer des technologies de communication type Tetra ou éventuellement Wi-Fi, ça prend également tout son sens. L'événementiel, Julien, l'événementiel, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que cette partie-là, ce type de réseau-là, peut prendre vraiment tout son sens et on le verra dans un cas concret par la suite parce que un réseau dimensionné, un réseau indépendant, éventuellement des réseaux publics qui peuvent être contraints, ce type de choses-là, ça répond à des obligations, à des choses importantes quand on est organisateur de grands événements. Tu parlais bien sûr des industriels des ports. Je vais pas repasser dessus, mais tu l'as cité, cette notion-là est très orientée autour de la mobilité des process, mais c'est très naturel, je dirais, d'orienter cette partie-là. Des sujets qui peuvent être un peu plus prospectifs, pardon, c'est cette notion autour de la transport, de la mobilité. Vous vous rappelez, j'ai parlé un peu de toutes les applications et des usages autour de faible latence. On pense naturellement à tout ce qui peut être véhicule autonome. Alors il y a des usages réglementaires, il y a tout un contexte réglementaire associé à ça, mais je dirais que c'est des éléments qui peuvent prendre tout leur sens avec un aspect un peu plus prospectif. Et bien sûr, il y a aussi sur cette notion de territoire. Donc Julien, on se rend bien compte que finalement, il y a pas mal de choses autour des cas d'usage sur lesquels il y a plein de choses à faire et ça correspond finalement à des environnements qui peuvent être un peu différents en fonction de vos périmètres. Et comment tu vois les choses? Parce que c'est vrai qu'on a tous l'image dans les différentes manifestations ou dans des endroits un peu particulièrement sécurisés de ces réseaux. Tu parlais des réseaux Tetra. Alors pour ceux qui sont pas familiers de ça, c'est les espèces de gros talkie-walkie qu'on voit utilisés par effectivement dans l'événementiel ou dans la sécurité, etc. C'est vrai que moi j'avais en tête que ces réseaux-là étaient ultra performants, sécurisés by design, hein, mais aussi désormais limités dans les débits possibles d'échange, tout là où aujourd'hui on a envie de partager de la vidéo, de l'image, etc. Et donc la suite logique, c'est de basculer vers des logiques de 5G privé la plupart du temps. C'est ça le message aussi. Ouais, tout à fait. C'est vrai que quand tu le disais sur des usages type un peu Tetra, on est plutôt sur des notions de talkie-walkie avec des éléments très simples, mais avec des environnements sécurisés. Maintenant, quand on va parler 5G privé, avec les sous-jacents de cette technologie, ça doit apporter plus de fonctionnalités autour du partage de vidéos, du partage de rapports d'intervention en live. Ça doit amener aussi, je dirais, un support pour trouver et élargir finalement le périmètre d'action et d'usage qu'on pourrait avoir et qui pourrait être finalement limité par la technologie utilisée actuelle. Ok. Alors moi,
Je te remercie d'avoir fait ce support-là parce que, comme je disais, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse. J'avoue, je lis un peu les différentes publications. Et quand on s'intéresse comme moi à ces sujets, on constate que c'est un milieu un peu d'initiés où il y a beaucoup d'échanges d'experts. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. J'ai le sentiment que ça évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit 5G privé, en fait, on n'a rien Ouais. dit. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que la technologie est en perpétuel mouvement et que bah, il y a des endroits où il faut être pour se tenir un petit peu informé de tout ça, pour faire participer je dirais la démarche globale. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, effectivement, bon, on a positionné un peu cet écosystème qui est ce qu'on appelle vraiment en mouvement depuis 3-4 ans qu'on est sur le sujet de la 5G privée. On sent qu'il y a une vraie dynamique autour de cette notion de réseau privé. On vous a partagé quelques éléments avec l'ARCEP, l'Alliance 5G industrielle, l'AGUR et la Direction générale des entreprises. Il y a une vraie cohésion de l'écosystème pour permettre de partager, de fédérer, d'initier des dynamiques autour de tout ça, sur des phases éventuellement d'expérimentation, d'initialisation pour pouvoir tester la technologie, mais aussi sur des choses beaucoup plus concrètes et en mode production. Et c'est vrai que sur cette partie-là, l'objectif est de pouvoir vraiment emmener tout un écosystème et faire que cette solution-là trouve finalement écho dans vos activités au quotidien. On pourra partager, et je vous invite à aller voir les sites de l'ARCEP, les sites de l'Alliance industrielle où le groupe est adhérent, justement pour pouvoir participer aussi bien avec des acteurs technologiques, mais aussi avec des clients, des utilisateurs finaux. Vous avez également l'AGUR qui regroupe des utilisateurs des réseaux radio. Et ça, c'est aussi des choses où c'est intéressant d'y être pour comprendre ce que les autres ont fait, les bénéfices apportés. Et finalement, c'est toujours pareil. Quand les clients et les utilisateurs finaux parlent de leurs vrais usages, c'est ce qui résonne finalement pour les autres. Et c'est là où la technologie prend tout son sens. Donc c'est intéressant également d'être dans cet écosystème et de comprendre finalement les enjeux de chacun. Alors merci. Alors, et je vais faire le lien avec les questions qu'on a sur le chat qui tournent beaucoup autour du budget. Parce que est-ce que dans ces différents mouvements sur lesquels les experts se penchent, est-ce qu'il y a aussi un sujet autour du coût d'implémentation de telles solutions qui, bah, tel que tu le décris depuis tout à l'heure, laisse à penser quand même ça doit avoir un ticket d'entrée qui est pas neutre. Alors l'idée c'est pas aujourd'hui de donner un prix sur étagère, on n'en serait d'ailleurs pas capable. J'imagine que c'est propre à chaque contexte. Pour autant, est-ce que il y a une tendance à ce que ces sujets-là coûtent moins cher que ce qu'ils ont pu coûter? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que pour avoir étudié et regardé le marché il y a un peu plus de 3 ans, les coûts du fait de l'adoption des tests diminuent. En revanche, comme tu le dis, ça reste toujours un coût important, étant donné de la spécificité, de l'adaptation en fonction des usages. Et tout l'enjeu finalement, Julien, c'est aussi au travers de ce coût-là, c'est de travailler avec les utilisateurs finaux pour comprendre finalement l'apport que ça peut avoir dans leur activité, le gain qu'ils peuvent avoir. On va parler de ROI. Et là-dessus, sur ces notions de retour sur investissement par rapport à l'intégration de cette technologie-là, elle est à chaque fois spécifique et à travailler en fonction des usages, puisque c'est vrai que si on met cette technologie-là pour un usage, on va peut-être pas s'y retrouver. Par contre, c'est comment on travaille justement pour dimensionner correctement l'infrastructure par rapport aux premiers usages et comment on la pense aussi évolutive et progressive pour justement compléter les futurs usages. Donc il y a aussi ces étapes-là qui sont à prendre en compte, Julien, dans la réflexion et dans le dimensionnement pour pouvoir accéder à ça. Après, sur un des slides autour des enjeux, c'est vrai qu'on l'avait mis, cette notion d'adoption et de coût, bah, elle a été limitante, elle a été restrictive, et c'est vrai que là, on est dans un momentum où il y a des améliorations qui sont faites, et après, il faut le travailler aussi par étapes, pas vouloir avoir forcément un projet global d'un coup, mais le travailler par step by step en fonction des usages qu'on souhaite adresser. Ok. Alors, Jean-Baptiste, je peux pas ne pas te poser la question sur les cas concrets, puisque tu as directement eu l'occasion de piloter des projets de mise en œuvre de 5G privé. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ces retours d'expérience? Ouais, tout à fait. Bah, je l'ai abordé un peu tout à l'heure, mais la notion de cas concret, on l'a travaillé au sein d'un événement qui s'appelle l'Armada de Rouen, qui s'est déroulé en 2023.
Et concrètement, c'est un événement où il y a énormément de visiteurs dans un temps imparti. Donc de ce fait-là, les réseaux mobiles publics subissent de fortes sollicitations et sont vraiment contraints. C'est pas pour dire que les réseaux publics ne fonctionnent pas, mais c'est un fait. En tout cas, c'est une constatation qu'on a pu apporter. Et en fait, on s'est dit et on a travaillé sur le déploiement d'une bulle privée à ce moment-là, avec vraiment tous les composants que j'ai pu vous citer précédemment en mode vraiment dédié pour l'événementiel, à destination d'usage autour de la vidéoprotection, la récupération d'images vidéo, des tests également d'accès fixe, les fixed wireless access sur des zones un petit peu spécifiques. Et on a travaillé vraiment cet ensemble-là avec un cœur dédié, de l'infrastructure fibre, de la radio, des fréquences, dans un cadre événementiel. Et ce qu'on a pu constater, c'est que ça répondait à un certain nombre d'usages, en tout cas pertinents, et ça nous a convaincus finalement en 2023 de continuer nos réflexions sur cette technologie-là. Ce qu'il faut comprendre quand on a travaillé ça aussi, et on n'a pas opposé la fibre optique à des réseaux mobiles. Par exemple, dans l'événement, il était souhaité de nouvelles caméras à des emplacements complémentaires pour optimiser et améliorer finalement la zone et les actions des services de sécurité. La fibre était trop compliquée à tirer, donc on a réfléchi la couverture, donc on l'a adapté par rapport à ce qu'on nous avait mis comme cahier des charges pour l'orienter et permettre finalement l'installation de caméras mobiles 5G. On a également travaillé sur la livraison de flux dédiés, parce que c'est ça aussi, sans passer par Internet à destination d'un média qu'il utilisait dans le cadre de ses journaux télévisés. Et donc ça lui a permis d'avoir une installation un peu particulière qui n'aurait pas été permise par les réseaux publics. Donc voilà, il y a vraiment toute cette gestion un peu d'agilité qu'on peut avoir sur les réseaux mobiles dans le cadre de situations événementielles. Ouais, donc là, on est dans la verticale événementielle. Ce que tu me dis, c'est que on a des enjeux de performance dans un environnement où, de toute façon, là, déployer le Wi-Fi pour ceux qui connaissent Rouen, sur tous les quais de Rouen, c'est pas c'est pas raisonnable. Et dans le même temps, on reçoit effectivement 6 millions de visiteurs. Je crois que c'était le deuxième événement derrière les Jeux Olympiques qui rassemblait le plus de visiteurs en France. Et donc, naturellement, les réseaux 4G, 5G grand public entre guillemets sont fragilisés, sont saturés, et donc là, ce faisant, en créant cette bulle 5G privée, tu peux apporter toute la performance dont on a parlé dans les supports précédents, pour pouvoir répondre aux cas d'usage de vidéo HD, etc., quoi. Tout à fait, exactement. C'est un des premiers cas d'usage très pertinents sur ce type de solution. Ok, écoute, rendez-vous l'année prochaine alors, si je comprends bien. Et deuxième cas, Jean-Baptiste, on parle j'en reviens sur mon exemple tout à l'heure d'emprise portuaire. Donc là, on est sur le port de Dunkerque, si je dis pas de bêtises. Ouais, sur le territoire de Dunkerque, la communauté de Berne de Dunkerque, où on travaille avec eux sur le sujet de bulles privées à destination d'usage de la collectivité sur des environnements portuaires, mais également urbains, où finalement, il faut comprendre le contexte, c'est que ils ont déjà ce qu'on appelle une délégation de service public, une entité qui était en charge de l'aménagement numérique du territoire et du déploiement de la fibre optique. Et on est vraiment dans cet enjeu de collectivité, c'est comment je profite de cet actif, de cette présence de réseau qui répond à des besoins entreprises, comment j'en profite pour répondre à des nouveaux usages que les acteurs économiques me demandent. Il y a un gros développement industriel sur le territoire de Dunkerque, et donc c'est finalement la collectivité veut animer cette partie-là, veut participer, et donc comment on construit finalement une infrastructure là-dessus. Donc il y a le bénéfice d'un actif déjà présent et comment on construit quelque chose complémentaire. Et donc il y a un vrai travail en fait sur les usages, ce qu'on appelle smart, pour tout ce qui est collectivité, mais également les notions d'industrialo-portuaire. Là-dessus, on s'associe à des notions d'innovation sur le territoire de Dunkerque, justement pour aussi répondre aux usages concrets, mais aussi initier un petit peu le travail sur des usages futurs. Très bien. Alors, peut-être une dernière partie, je vous voudrais qu'on ne parle pas du rôle d'un opérateur dans ces sujets-là, puisque d'ailleurs la question a été posée, et qui sont les acteurs. Il y a plusieurs types d'acteurs qui sont en capacité, si je dis pas de bêtises, de proposer la 5G privée. On a des intégrateurs, bien sûr, mais on a aussi
quelques opérateurs, assez peu en réalité, hein, qui sont pertinents pour pouvoir accompagner les entreprises, les collectivités dans ce type de transformation. Et pourquoi un opérateur peut justement être particulièrement intéressant pour accompagner. Hmm. Ben, pour un opérateur comme Linked, je dirais, qui se positionne comme un opérateur de service, on va voir finalement la 5G privée comme une solution. On va pas juste le prendre sur un aspect technologique. On va le prendre vraiment avec un nombre de briques quand même importante afin de vous permettre d'avoir, je dirais, cette solution-là. On va parler de points hauts, de fréquences. C'est vrai qu'on en a parlé, Julien, de cœur mobile, des notions d'exploitation. Bah, c'est se dire que finalement, pour avoir déjà la gestion de l'ensemble, il faut s'appuyer sur un acteur comme Link peut le faire, en tout cas sur une offre de service complète. Et là-dessus, c'est quelque chose qui prend vraiment tout son sens de pouvoir se positionner. Il y a quand même des besoins d'expertise sur certains points. C'est comment j'installe des équipements, quel réseau j'utilise, avec quel type d'équipement en fonction de mon environnement. Industriel ou non, le sujet des fréquences. Voilà, tous ces éléments-là nécessitent de l'expertise et finalement, c'est au travers de ce qu'on a fait au sein de Link, c'est des expertises qu'on a et qu'on a intégrées finalement et que Julien, tu intègres dans une offre de service chez Link pour répondre à ces enjeux. Et ça va aussi sur la notion de promotion des services, d'exploitation, de comment on accompagne, parce que déployer un réseau, on se l'est dit tous les deux, c'est sympa, c'est bien, on a une nouvelle technologie, mais c'est les usages qui font la vraie valeur d'un réseau, c'est comment aussi on intègre ces nouveaux usages au sein d'un réseau et d'un service global pour amener vraiment un différenciant et un bénéfice et répondre aux bénéfices attendus. Ouais, merci. Je vais apporter un complément parce qu'effectivement, et notre présence à tous les deux ce matin, on est un peu l'incarnation, je dirais. C'est que Link, c'est l'activité à destination des entreprises et des collectivités en sens service, proposition de service hein, du groupe Altitude auquel tu appartiens, Jean-Baptiste. Donc, Link s'appuie sur les infrastructures du groupe Altitude quand il s'agit de proposer des services de connectivité, d'internet, de SD-WAN, de VPN sur du très haut débit, principalement fixe, mais aussi mobile, puisqu'une autre activité du groupe est aussi un wholesaler, comme on dit sur le mobile, je pense à Airmob. Et effectivement, Link s'appuie sur le savoir-faire du groupe pour être en capacité d'accompagner les entreprises, les collectivités vers ce type de projet de 5G privé. C'est un sujet absolument passionnant. Pour ce faire, on a, nous, au sein de Link, une business unit service qui est en capacité de vous accompagner de bout en bout, de la conception jusque évidemment au maintien en conditions opérationnelles et à toute l'exploitation et le service managé nécessaire au bon fonctionnement de ces solutions qui sont complexes, hein, mais qui sont qui nécessitent une technicité et un savoir-faire assez rare. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a développées en collaboration avec le groupe, avec toi, Jean-Baptiste, avec tes équipes, pour être pertinent sur le bout en bout, depuis la définition au sens ingénierie du terme. Donc vous voyez les questions qui se posaient sur quels sont nos partenaires technologiques. Il y en a effectivement plusieurs. Ça dépend un peu des besoins. Ça dépend de comment l'entreprise veut faire évoluer ses usages. Peut-être tu pourras nous en dire deux mots là-dessus d'ailleurs, Jean-Baptiste, mais il y a aussi derrière le déploiement dans une logique un peu bout en bout, parce qu'évidemment le backhaul, c'est des choses qui sont dans notre savoir-faire premier. Hein, s'il faut fibrer, il y a évidemment pour nous une histoire bout en bout qui est à la main de Linked. Et puis sur l'exploitation, là aussi, aller dans les usages, être en synergie avec d'autres services qui pourraient être opérés par Linked, ça a un vrai sens. Donc je pense que la plus-value de l'opérateur, elle est celle que tu évoquais, et celle de Link en particulier. Évidemment, je parle pour le rôle qui est le mien, mais je pense qu'elle est réellement pertinente. Peut-être un mot justement sur les partenaires technologiques pour pas laisser la question en suspens. Est-ce que là-dessus, il y a des choses qu'on peut dire? Oui, le choix, en tout cas, qu'on a initié dès le départ au sein du groupe, c'est de travailler avec des partenaires technologiques qu'on connaissait. Donc derrière, on a, en fonction des composants, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous pouvez avoir des partenaires technologiques sur ce qu'on appelle un bout du cœur de réseau, des partenaires technologiques sur la radio, et comme on utilise finalement la standardisation, ce qu'on appelle 3GPP, les deux peuvent communiquer ensemble. Donc
ça, c'est des éléments aussi où nous, dans notre structure, on a développé de l'expertise pour justement pouvoir travailler sur des partenaires technologiques différents. En revanche, sur des partenaires technologiques, quand on a travaillé sur la Mada Drouan, on a pu utiliser des équipements de type Nokia. On travaille, nous, au sein de notre environnement, je dirais, au sein du groupe, sur plusieurs bâtiments en France, avec différentes technologies, que ce soit du Nokia, du Ericsson, des cœurs de réseau tiers, éditeurs français. Voilà, on se laisse l'opportunité pour voir justement de pouvoir agréger ces différentes partenaires technologiques et de les positionner aussi en fonction des besoins. Voilà, donc tout ça, on est en mesure de le faire et c'est aussi pour nous des bons vecteurs pour voir les différences et les performances et les opportunités que chacun des constructeurs peut proposer. Donc là-dessus, on est assez large en tout cas en termes de partenaires technologiques à disposition et qu'on gère. Alors on arrive à la fin de cet entretien et merci beaucoup Jean-Baptiste, c'est hyper intéressant. Évidemment, ce qu'on vous interpelle, si d'après votre appréciation de ce qu'on s'est dit, vous pensez avoir un sujet de 5G privé. Donc effectivement, si vos réseaux actuels sont limités pour certains usages terrain de vos équipes, selon évidemment vos différents corps de métier, hein, si vous avez des besoins de couverture mobile qui soient fiables sur des sites dont la couverture est relativement étendue, les notions de sécurité, de cloisonnement, bien évidemment, avec son propre réseau, ses propres fréquences, mais naturellement, on est beaucoup mieux armé, hein. Mais aussi la préparation des usages qui sont au début et qui arrivent à plus ou moins court, moyen, long terme. C'est tout ce qui est lié évidemment à la vidéo, à l'IoT, à la mobilité industrielle. Enfin, Jean-Baptiste en a longuement parlé. Donc ça, c'est des choses qui peuvent effectivement vous interpeller, je crois, hein, sur des besoins de 5G privé. Et puis enfin, et c'est tout le discours aussi autour de l'intérêt de s'appuyer peut-être sur un opérateur, c'est réfléchir aussi à mutualiser les infrastructures. Si c'est des sites qui sont fibrés, avec des débits qui sont adaptés à pouvoir derrière évoluer vers ce type d'architecture, c'est aussi une logique de rationalisation qui peut être pertinente. Voilà, j'espère qu'on a apporté quelques informations intéressantes. Je crois qu'on arrive au bout de l'entretien. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'aurait pas évoquées? Je crois qu'on a tout dit. Il y avait une dernière question sur la gestion des configurations des terminaux abonnés, enfin tout le provisioning. Est-ce que c'est pas plus complexe parce qu'on est sur des logiques de carte SIM versus le Wi-Fi? Je crois pas, mais peut-être tu peux en dire un mot, Jean-Baptiste. Je dirais que c'est une façon différente d'apporter de la connectivité à un utilisateur ou à un terminal. Et puis l'enjeu est peut-être pas de dire est-ce que c'est plus complexe ou comment ça se déroule. C'est de se dire finalement si c'est la technologie qui est pertinente par rapport à mon usage, forcément ça va peut-être nécessiter un développement de compétences ou une façon un peu différente de gérer et comment j'intègre ça dans mes process. Est-ce que je sais le faire? Est-ce que je sais me faire si je n'en ai pas la maîtrise? Est-ce que je sais me faire accompagner finalement d'un partenaire et d'un opérateur, hein, Julien, c'est un peu ça finalement les questions. Et c'est là où finalement quand on a ce type de réflexion, je dirais que c'est la base de ce type de projet, un projet de 5G privé. Ça se déclenche pas du jour au lendemain. Il y a des réflexions, il y a des étapes de réflexion, et donc c'est de bien comprendre finalement par rapport, je dirais, aux 3 points que tu évoquais dans l'analyse de la conception, du déploiement et puis de l'exploitation, de comprendre les éléments de chacun pour voir aussi ce qu'on est capable de porter et là où on doit s'appuyer sur le bon partenaire. Écoute, ce sera le mot de la fin. Merci encore Jean-Baptiste pour cet échange. Nous sommes évidemment à votre disposition pour celles et ceux qui auraient des questions, qui auraient peut-être des projets sur lesquels vous voulez que nous réfléchissions ensemble. C'est avec grand plaisir, revenez vers nous. Et en tout cas, on vous remercie pour votre attention, merci pour votre présence. Le webinaire sera disponible en replay dans l'espace dédié à cela sur Webikeo. La série Keep the Link continue. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, au revoir et bon appétit. Merci à vous, au revoir.